Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto, unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, je suis en présence de mon pote Pipou. Comment ça va, Pipou? Salut les barbus, ça va très bien. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler d'une équipe particulière au sein de l'univers Marvel, les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est le nom d'une équipe, ou plutôt de deux équipes chez Marvel, puisqu'il y a eu une première version des Gardiens de la Galaxie qui a été créée en 69, on va passer très rapidement sur celle-là, et celle qui nous intéresse date de 2008. On les a vus apparaître dans Annihilation Conquest, une mini-série écrite par Dan Abnett et Andy Lannings, et qui va reprendre un certain nombre de personnages issus de l'univers Marvel, mais des personnages oubliés ou très peu utilisés, dans lesquels on va leur donner un nouveau look, un nouveau regard, et qui va avoir un certain succès jusqu'en 2014, où il va y avoir le premier film de James Gunn concernant les Gardiens de la Galaxie. Et c'est là que vraiment la popularité de cette équipe va vraiment exploser. Pour la petite anecdote, dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, dans les scènes post-génériques, on voit le personnage de Sylvester Stallone qui va regrouper d'anciens d'un camarade à lui pour recréer une nouvelle équipe. Et bien là, il s'agit de un petit clin d'œil à la première équipe des Gardiens de la Galaxie, qui était composée de Vince Escro, Martin X et également de l'archer Yondu. Mais on va commencer tout d'abord par le premier de ces personnages, à savoir Star-Lord. Star-Lord qui est le leader des Gardiens de la Galaxie. C'est un personnage qui a été créé en 1976, qui est apparu dans Marvel Preview numéro 4, qui a été créé par Steve Englehart. C'est un orphelin, puisque son père a quitté sa mère, a disparu peu de temps avant sa naissance, et sa mère s'est fait assassiner par des extraterrestres qui sont venus on ne sait d'où. Et en fait, ce personnage, en fait, le père de ce personnage est un extraterrestre lui-même. Il va le découvrir par la suite. Et puis, en grandissant, il va devenir astronaute. Il va s'engager par la NASA. Et lors d'une de ses missions, il va croiser la route d'une entité cosmique qui va lui proposer de devenir Star-Lord, un espèce de policier de l'espace. Cette histoire va être très courte puisqu'il va y avoir que 5 épisodes, et comme ça ne va pas avoir de succès, le personnage va disparaître des radars, et Steve Englehart n'aura pas le temps de développer ce personnage par la suite. Et c'est effectivement en 2006 où Dan Abnett va reprendre ce personnage et va l'incorporer dans une première histoire, donc dans Thanos numéro 8, où Thanos va combattre le Faiseur, qui est une nouvelle incarnation du Beyonder, une entité cosmique très puissante, et certains héros vont se joindre à lui, dont Nova et ce fameux Star-Lord. Et Dan Abnett va réutiliser ce personnage très régulièrement, jusqu'en 2008, où Star-Lord va réunir une nouvelle équipe, les nouveaux Gardiens de la Galaxie, et il va comme ça chercher des personnages pour le suivre dans ses nouvelles aventures, pour essayer d'empêcher toute nouvelle menace cosmique d'apparaître. Il faut avoir lu War of King en 2015, toujours par Dan Abnett, qui a vraiment poussé ce personnage à fond. War of King, c'est une histoire dans laquelle les Inhumains vont être opposés aux Shi'ar, entre autres. Et lors de cette histoire, on va développer un peu les origines de Star-Lord et de son père, Jason, le prince de Sparta. Et donc, Star-Lord a en fait une origine noble et cosmique, qui va vraiment être très intéressante à suivre. Bien entendu, on connaît particulièrement ce personnage à travers le rôle le personnage du film, où il est joué par Chris Pratt, un personnage un petit peu joueur enjoué, et très 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 populaire. Et d'ailleurs, petit à petit, les comics Marvel vont adopter le look qui est celui du film. Donc, Star-Lord va adopter le look de celui qu'on connaît dans le MCU, puisqu'il avait un physique un petit peu, une armure un petit peu différente par le passé.
Voilà, et je sais que tu apprécies particulièrement Chris Pratt dans ce rôle, Marco. Ah ouais, ouais, moi j'ai kiffé, j'ai ultra kiffé enfin, les deux films et j'attends le troisième avec impatience. Et non, franchement, ils sont excellents. Et puis, on l'a pas précisé, tu l'as pas précisé, mais clairement, la bande originale sonore de ce film-là, elle est exceptionnelle. Et puis, Excellente. enfin, j'aime bien quand tu sais, on met des petites touches de passé comme ça. Et là, la petite cassette audio avec les petites musiques qui vont bien et tout, je trouve ça vraiment fun. Et puis, non, comme tu l'as dit, Chris Pratt le joue vachement bien, le mec. Enfin, je kiffe. Non, il est excellent. Franchement, il est excellent. Après, j'ai peut-être une petite préférence pour le 2 plutôt que le 1. Bon, Hmm. moi, il y a plusieurs choses qui me plaisent dans les deux. Enfin, c'est un mix des deux. J'ai pas trop kiffé la fin du 1, mais je vais kiffer le début et inversement l'autre. Voilà. Ça, en Ouais. tout cas, c'est des bons films. Ça se regarde facilement et puis j'aime bien la petite scène qu'on avait montrée d'ailleurs dans le petit passage sur Thanos où en fait il se bat contre Thanos et il passe Euh, dans le truc énergétique de comment il s'appelle, Strange, et il lui fait un petit fuck Doctor comme ça. Strange. Ouais, ça me fait délirer ce petit clin d'œil, quoi. D'ailleurs, c'est pas Ouais. souvent qu'on voit des fucks dans les personnages un peu des films de Marvel. Si, je crois que Wolverine, il en fait un avec ses griffes une fois aussi. Un petit fuck comme ça Ouais. avec ses griffes. Mais c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie ont un ton assez différent des autres films du MCU, beaucoup plus décontracté et décomplexé. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très sympa avec des personnages qui sont vraiment savoureux. Je propose qu'on regarde la carte de personnage de pardon, la figurine de Star-Lord avant tout. Alors, hop. Donc effectivement, on a une figurine qui reprend vraiment le look du personnage du MCU avec son masque caractéristique, avec le nouveau design de ses pistolets élémentaux et puis ces fameuses jet boots, ces roquettes volantes, ouais, ces bottes à réacteur. C'est bot à botter le cul. Non, franchement, il y a rien à dire. Le personnage est fun. Enfin, c'est clair et la figurine, elle est magnifique. Mais moi, à cause des caracs, j'avoue, je suis un peu déçu de ce personnage. J'aurais bien voulu le jouer, mais à cause des caracs, comme je dis, je suis pas. Malheureusement, je suis pas fan. Alors, je propose qu'on passe à la carte de personnage. Et donc, voici la carte de personnage. Et là, on observe les caractéristiques. Donc, ce qui est pour moi un point positif, c'est qu'on a un leader qui coûte 3, mais sa capacité de commandement, c'est pas ça. Je propose qu'on passe direct à sa capacité de commandement, pour qu'on puisse un peu mettre le doigt là où il faut le mettre. Donc, sa capacité, c'est improvisation. Une fois par tour, au début de votre tour, vous pouvez choisir un personnage allié et défausser une carte de tactique pour utiliser cette compétence de commandement. Le personnage choisi reçoit 3 jetons improvisation. Après avoir effectué un jet d'attaque, de défense ou d'esquive, il peut défausser un jeton d'improvisation pour relancer jusqu'à 2 de ses dés. Un seul jeton d'improvisation peut être dépensé par jet. Retirez tous les jetons d'improvisation de ce personnage pendant la phase de nettoyage. Et donc là, on a un dilemme. Soit en fait, on a une phase de commandement, enfin une compétence de commandement, et cette compétence nous permet de relancer des dés, donc ça c'est plutôt cool. Mais de l'autre côté, on a un inconvénient, c'est que pour pouvoir m'en servir, il faut que je lâche des cartes de commandement, et ces cartes-là, elles sont super quoi. Enfin, normalement, si on prépare bien son deck et qu'on monte bien les combos, etc., on va pas jeter des cartes. Donc, si on doit jeter des cartes, c'est qu'il y a une combo qu'on n'a pas pu faire. Mais dans ces cas-là, ça vient en secondaire. Et dans d'autres capitaines, ils nous donnent des compétences qui viennent pas en secondaire, mais qui viennent direct. Je pense à Miles Morales au même tarif. Là, c'est tout est jet d'esquive, c'est peinard direct dès le départ. Je pense à, par exemple, le Captain America, qui lui, à chaque fois que tu fais un super pouvoir, bim, tu réduis de 1. Je pense à la cabale avec Red Skull. À chaque fois que, du coup, tes mecs ils vont faire un dégât, tu récupères un pouvoir. Et là, en fait, c'est le seul qui est comme ça, d'ailleurs, parce que je comprends pas. J'espère qu'il y aura soit un errata, soit une nouvelle version. Mais en gros, pour avoir ton bonus, t'as un malus, quoi. Et franchement, je trouve ça abusé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup?
Non, c'est clair, c'est très cher payé pour un avantage, et un avantage qui n'est utilisable qu'au cours du round, puisque à la fin lors de la phase de nettoyage, on perd les fameux jetons qu'on a gagnés en sacrifiant cette carte. Donc c'est vraiment cher payé. Et c'est ça, et en plus, on peut les utiliser qu'avec un seul mec. Mm. Donc, enfin, bref. Je suis un peu déçu. Voilà, moi, c'est ce qui m'a blasé dans ce personnage, c'est ça. Après, le reste, c'était plutôt pas mal, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc là, on voit, il a 6 points de vie sur la première phase, donc c'est un peu plus que la moyenne pour son nombre de points dépensés. Et il se déplace à M, et il a 3-3-3 en termes de défense. Donc après, c'est classique. Il a donc deux autres compétences, donc attitude courageuse. Lorsqu'il attaque, si ce personnage n'obtient aucun touché, il peut relancer tous les dés de son attaque actuelle. Lorsqu'il défend, si ce personnage n'obtient aucune défense, il peut relancer tous les dés de son jet de défense actuel. Il a la compétence vol, ça veut dire qu'il ne sera pas malusé, il utilisera toujours sa réglette de M pour pouvoir se déplacer sur les éléments. Et il a porteur de gemme pouvoir, donc la gemme pouvoir qui va lui permettre de faire 3 gemmes en fait, enfin 3 pouvoirs par tour, 2 avec sa gemme et 1 parce qu'il a le droit à une normale. Et ce qui est intéressant, donc j'en viens tout de suite, c'est ces deux attaques, donc pistolet élémentaux, portée 4, donc c'est excellent, c'est énorme. 5 dés, donc on est plutôt dans la moyenne haute des attaques de base. Et après la résolution de cette attaque, on gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés, donc c'est pas mal. Et avec ça, donc avec sa gemme, ça lui permet en fait de pouvoir utiliser son attaque automatique tous les tours. Mais par contre, il pourra faire que ça. Enfin, ce personnage n'a pas d'autre utilité à dépenser ses points de pouvoir, hormis si on lui met des cartes, ou hormis pour faire une réaction avec les objectifs. Mais en tout cas, sur sa carte, il n'a pas d'autres de compétences qui lui permettent d'utiliser ses points de pouvoir. Et donc là, on voit une attaque à 7 dés, à portée 4, et s'il a un effet dans son attaque, et ben, le personnage reçoit un des effets spéciaux suivants, donc saignement, choqué, ralenti ou étourdi. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Enfin, une attaque à 7, c'est la bienvenue. Qu'est-ce que t'en penses, Picou? Non, c'est vrai que, mis à part effectivement sa compétence de commandement, pour un personnage de niveau 3, enfin de menace, niveau de menace 3, il est plutôt correct. Il n'y a pas le petit truc en plus qui te permet de te dire celui-là je le veux absolument. Par contre, il est bien équilibré. Après, le petit truc en plus, c'est que c'est Star-Lord. C'est juste que la figue, elle est belle. Voilà. Voilà, c'est le petit truc en plus. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Ouais. Après, donc du coup, dans son pack de cartes, on retrouve le Daily Buggles à 19. La panique s'empare de la ville alors que les efforts d'évacuation se poursuivent. Bon, on vous le tease à chaque fois, on fera une vidéo spéciale qui est une carte d'émission. Là, on va pas s'attarder dessus. Et donc, du coup, après, il a deux cartes. L'équipage du Milano, qui est réservé aux gardiens de la galaxie. N'importe quel nombre de gardiens de la galaxie alliés peut dépenser un pouvoir pour jouer cette carte. Chaque personnage ayant dépensé du pouvoir retire toutes ses conditions spéciales et ne peut subir de conditions spéciales ce tour. Bah ça, c'est vachement bien. Parce que pour un pouvoir, bah, on peut se rattraper, on peut faire pas mal de choses. Et puis, et ne pas être embêté par des petits trucs qui pourraient nous être mis pendant un round particulier. Moi, je trouve que cette carte, si on joue Gardien de la Galaxie, elle est juste essentielle. Et on a... Effectivement, Ouais. d'autant plus que ça retire toutes les conditions spéciales. C'est-à-dire que lorsque l'on en porte plusieurs, on peut tous les retirer d'un coup. Alors que si on se ressaisit, on ne peut retirer qu'une seule condition à la fois. Oui, non, c'est sûr. Et se ressaisir, ça coûte cher au final. Enfin, payer une action. Là, ce qui est cool, c'est que tu la payes pas à l'action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis convaincu de cette carte. Et après, en deuxième carte, on a Rocket Boots. Alors ça, j'ai pas compris. Il va falloir qu'il m'explique. On a un personnage qui a déjà des trucs pour utiliser ses bottes et c'est cool, tu vois. Et puis, il nous en met une Ça, carte. c'est pour un autre personnage qui n'a pas vol. Bidon. Enfin, bidon, de toute façon, elle est naze, cette carte. Faut dire la vérité. Un personnage allié peut jouer cette carte. Le personnage gagne le super pouvoir permanent vol, ce tour-ci. Donc, c'est un seul tour. Hein. Et à la fin du tour, ben, si on n'a pas de chance au dé, ben, on se fait mal, quoi. Et on peut se faire mal sévère, mine de rien. Donc, non, bah, voilà, bon, ça coûte rien, on va dire. Allez, on va dire que ça coûte rien, donc il fallait qu'il fasse un malus, mais
moi, déjà, je la prendrais pas parce que je pense qu'il y a des cartes qui sont 10 fois mieux à jouer que celle-là. Et deux, bah, ça, c'est le coup. Tu sais, c'est comme au Blood Bowl, tu vois. T'es devant la ligne d'arrivée, tu veux marquer le but, faut pas que tu fasses un 1 avec un mêlé Et là, paquet, et tu puis fais bam, un... tu fais ton 1. Bah là, c'est le même concept, tu vois. Alors, je propose qu'on passe maintenant aux figurines de Gamora et de Nebula. On va changer un peu l'ordre. On va commencer par présenter les figurines. Alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses de ces figurines, Pipou? Alors, Gamora, elle est dans son look comics, hein, le look moderne des comics, puisque lorsqu'elle est... Depuis les nouveaux Gardiens de la Galaxie, elle a adopté ce look-là. La figurine est pas faux folle, elle est sympathique, mais la pose est pas la plus dynamique. En revanche, j'aime énormément la pose de Nebula, qui est vachement dynamique, je trouve, et qui me plaît énormément. Alors, je suis un peu du même avis que toi. Je vais être franc, la figurine de Gamora, je la trouve dégueulasse. Elle est moche. Et puis en plus, la peinture qu'ils lui ont faite dessus, elle la met pas du tout en valeur. Alors, heureusement qu'il y en a d'autres dans le groupe de Facebook qui l'ont refait et que du coup, ils m'ont donné envie de la peindre. Parce que je la trouvais plus jolie, mais là, elle a rien. Mm. Malheureusement, elle a rien. Et puis en plus, non, j'aime pas, je préfère. Enfin là, pour le coup, je suis pas un grand adepte des comics, mais je suis désolé pour les puristes, mais je préfère la version MCU que la version comics, quoi. Et par Mhm. contre, je te rejoins sur Nebula. Elle est juste magnifique. Et il y a moyen de se faire plaisir en peinture. Et elle respecte à la fois et les comics et le MCU, quoi. D'ailleurs, Ouais, les comics dans sa version, je sais pas si t'avais déjà vu, en les fait, comics dans sa version moderne. Ouais. Pardon. je sais pas si t'avais déjà vu dans un reportage qui montre comment ils font l'actrice de Nebula, comment ils la préparent, en fait, et combien de temps ils mettent et tout. Ils mettent à peu près 2 ou 3 heures pour construire son masque, ils lui rajoutent de la matière et tout. C'est juste incroyable. Et moi, enfin, du coup, je kiffe ce personnage parce que j'ai vu justement comment ils font pour le préparer en amont et tout. Et enfin, je trouve ça génial. C'était la petite interlude cinéma. Et maintenant, je propose que tu nous présentes chacun des deux personnages. Enfin, on va commencer par Gamora et puis après on fera Nebula. Tout à fait. Donc, Gamora, c'est un personnage, encore une fois, plutôt ancien, puisqu'elle est apparue pour la première fois dans Strange Tales 180 en 1975. Elle a été créée par Jim Starlin. Et il s'agit d'un assassin qui a été adopté par Thanos et qui a été entraîné spécifiquement par lui dans le but de tuer le mage, le Magus, qui est la version démoniaque d'Adam Warlock. L'objectif étant vraiment d'en faire une véritable arme humaine, et d'ailleurs elle a très vite gagné le surnom de la femme la plus dangereuse de la galaxie. Au cours de sa lutte, elle va rencontrer et finir par s'allier avec Adam Warlock, et elle va même devenir sa maîtresse, même si Adam Warlock reste toujours très froid et très distant. Et c'est lui qui va lui ouvrir les yeux sur le danger que représente Thanos lui-même. Et d'ailleurs, elle va lutter contre Thanos lors de l'arc sur le gantelet de l'infini, puisqu'elle va s'allier à Adam Warlock et aux héros restants pour essayer d'arracher le gantelet des mains de Thanos. Suite à cet arc, Adam Warlock va récupérer le gantelet et il va décider de séparer les 6 pierres et les confier à différents personnages pour que chaque personnage parte à un coin de la galaxie et éviter que ces 6 pierres ne se retrouvent à nouveau rassemblées. Et entre autres, il va confier la pierre du temps à Gamora. Et donc, dans la mini-série Infinity Watch, on va avoir des aventures solo de Gamora. Alors, elle-même ne va pas utiliser la pierre du temps parce qu'elle n'a même jamais essayé de l'utiliser, mais de manière un petit peu inconsciente, elle va en hériter un certain pouvoir, et entre autres un certain pouvoir de précognition, puisqu'elle va deviner un petit peu l'avenir. Gamora va revenir dans la mini-série Annihilation en 2006, et puis surtout dans Annihilation Conquest, où elle va croiser la route de Star-Lord, et elle va être recrutée dans cette équipe des nouveaux gardiens de la galaxie.
Son look va changer énormément, donc il va ressembler à celle de la figurine. Et puis il va y avoir cette espèce de confrontation et d'attirance entre elle et Star-Lord, un petit peu à la manière dont c'est traité, dans les La films. romance même. Voilà, tout à fait. Donc, bah, justement, dans le MCU, elle est interprétée par Zoé Saldana. Zoé Saldana qu'on avait vu dans Avatar, puisque c'est elle qui joue la Na'vi principale. On la reconnaît plus difficilement. On l'a vu aussi dans Star Trek, où elle joue le lieutenant Il y a rien. Uhura. Il y a rien. Elle joue dans Star Trek, Ah, voilà, pardon. le Moi, lieutenant. le gros relou. Alors, Tu sais. nous avons trouvé notre point de discorde, Marco. Bah oui, non, mais de toute façon, Mais c'est bon, Uriel aussi. ah, Mais en fait, c'est vieux. C'est plus vieux que moi. C'est pas fait. Moi, ah oui, mais Spock alors il va et falloir qu'on te fasse devient en découvrir paix ça. ou c'est pas mon délire. Je préfère un bon. Mais bon, Je suis- Ouais. voilà. Donc, dans le MCU, ils ont repris une histoire à peu près proche, même si effectivement Adam Warlock n'apparaît pas dans le MCU, mais en ce qui concerne Gamora, son passé est quand même assez proche de celui du comics. Ça marche. On passe à la carte de personnage du coup. Allons-y. Alors, donc voici Gamora. Gamora coûte 4. Moi, je trouve que c'est un peu cher d'un premier abord comme ça, mais après, ça reste un personnage quand même très sympa. Mais je pense que si elle avait coûté 3, ça aurait été le top du top. Alors, donc, pour présenter le personnage, on a affaire à 2 attaques. La première attaque, Déicide. Après la résolution de cette attaque, on gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Et si cette attaque inflige un dégât, on remet la condition spéciale saignement à son adversaire. Donc ça, c'est bien. C'est une attaque qui fait avec 6 dés. Donc c'est une des attaques de base les plus puissantes du jeu. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être à portée 2. Après, on a sa deuxième attaque qui coûte 4, donc c'est un peu cher, mais on va voir qu'elle est quand même assez pétée. Portée 3, donc là on gagne 1 de portée, donc c'est un peu mieux. Et toujours nos fameux 6 dés. Si on obtient un effet, on obtient la compétence perforant, et ça veut dire qu'on remplace un des résultats critiques, effets ou bouclier du personnage défenseur par un blanc. Forcément, on va lui supprimer une attaque. Et après ça, on a coup rapide. Après la résolution de cette attaque, ce personnage peut effectuer une attaque assassin cosmique supplémentaire sans en payer le coût. L'attaque supplémentaire doit cibler un autre personnage à portée de la cible originale et à n'importe quelle distance de ce personnage. L'attaque supplémentaire n'a pas de règle spéciale coup rapide. Donc en gros, elle est là pour aller rechercher des objectifs ou des gars qui contestent les objectifs. Ils sont à plusieurs, bah là elle arrive, et blam, blam, elle va les fracasse et donc ça coûte cher. Mais au final, pour 2, on met une attaque à 6 dés. Deux attaques à 6 dés. Ouais. Donc voilà. Et ses compétences, on a saut d'assassin pour un coup de 2. Ce personnage est lancé d'une distance S. Bien sûr, il ne subit pas les dégâts de collision avec un autre personnage ou un élément de terrain. Donc en gros, on peut la déplacer de S en plus de son L de base qui est quand même excellent. Donc pour 2 de pouvoir, on peut les déplacer de L et de S une fois, chaque tour, donc c'est plutôt bien. Après, on a prouesse martiale. Lorsque ce personnage est la cible d'une attaque à portée 2, il peut utiliser ce super pouvoir. À la place de lancer un nombre de dés égal à sa défense, il lance 5 dés. Si ce personnage ne subit aucun dégât suite à cette attaque, l'attaquant subit 2. Et donc là, en fait, ça peut être un élément, mais grave psychologique de persuasion. Tu te dis, un gars qui est autour de moi, je conteste, il veut m'attaquer, mais le mec, il lui reste 1 ou 2 points de vie. Moi, j'ai laissé, pour mettre la pression à mon adversaire, j'ai économisé 2 points de pouvoir sur Gamora. Et ben, le gars, peut-être qu'il va y réfléchir 2 fois avant de m'attaquer. Il va se dire, j'ai peut-être pas risqué de le faire, parce que sinon, il peut me mettre KO ou m'ébêter s'il a plus les points de vie, quoi. Donc, je pense que cette compétence, c'est pas mal. Et 5D, c'est mieux que sa défense physique, peu importe ses défenses, parce qu'elle a 3 en défense de partout. Donc on passerait à 5, donc on gagne 2D, ce qui est vraiment pas mal. Et donc, on a la fameuse compétence que toi tu kiffes, la femme la plus dangereuse de l'univers.
Et donc, lorsque ce personnage effectue une attaque, il peut changer le résultat de 1 dé touche pour chaque effet dans le... Enfin, le résultat de 1 dé en touche pour chaque effet dans le jet d'attaque. Précisons quand même qu'elle ne pourra pas changer ses dés crânes. Mais donc, quand elle fait déjà ses attaques, surtout son attaque à 3 où il y a des effets, et là, on cumule des trucs en plus avec les effets, quoi. Donc, voilà, franchement, avec perforant plus ça, il y a moyen qu'elle fasse mal, ça, son attaque. Non, c'est une évidence. C'est un personnage qui est à la fois très mobile et qui frappe quand même assez fort. Donc, très belle combinaison. Et du coup, je propose qu'on passe maintenant à l'histoire de Nebula, et j'aurai l'occasion de présenter les cartes du pack après la présentation de Nebula. Nebula, c'est un personnage qui a aussi subi beaucoup de modifications avec le temps. Donc, elle est apparue pour la première fois dans Avengers 257, qui était écrit par Roger Stern et qui était dessiné par John Buscema, et dans lequel Star Fox, qui est le frère de Thanos, part à la recherche du vaisseau de son frère, puisque Thanos a été neutralisé sur le long terme. Seul quelqu'un qui a du sang, le même sang que Thanos, peut prendre possession de ce vaisseau. Hein. Il y avait des contrôles génétiques. Et quand il va retrouver le vaisseau, il va se rendre compte qu'il y a une femme qui en a pris possession. Elle s'appelle Nebula et elle prétend être la petite fille de Thanos. On ne sait pas grand-chose de ses origines. On sait qu'elle a du sang Kree. Et puis surtout, par la suite, quand Thanos va revenir sur le devant de la scène, Thanos ne reconnaîtra jamais sa parenté avec elle. Et d'ailleurs, dans la saga Infinite Gauntlet, le Gauntlet de l'infini, Thanos va la torturer de manière assez sadique, hein, en la transformant en espèce de zombie à la chair putride. Tant et si bien que lors de son combat, Thanos va affronter diverses entités cosmiques qui vont essayer de s'emparer, de l'empêcher de régner avec le gant de l'infini. Et c'est Nebula qui va finir par récupérer le gantelet elle-même. Et elle va se révéler être une tyran pire que Thanos, tant et si bien que Adam Warlock va s'allier à Thanos pour retirer à nouveau le gant que Nebula a en sa possession actuellement. C'est un personnage qui va évoluer. Donc, suite à cette aventure, Nebula va être laissée pour morte. Elle va réapparaître dans le Silver Surfer 70, où un médecin extraterrestre va l'avoir remise sur pied et va l'avoir transformée en cyborg. Et c'est là que son look va commencer à ressembler à celui qu'on connaît, à moitié humaine, à moitié cybernétique. Alors, Nebula, on la connaît aussi à nouveau, comme les différents membres de cette équipe, à travers les films de James Gunn. Elle est interprétée dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1 par Karen Gillan, qui est une actrice magnifique que j'adore, et qui jouait entre autres Amy Pong, qui a été l'assistante du Docteur Wu pendant un bon bout de temps, et c'est pour moi la meilleure assistante que le Docteur Wu ait jamais eue. Non, mais c'est sûr, franchement, l'actrice qui joue Nebula, elle se gave hein, dans le MCU. C'est vraiment bien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la préparation. De toute façon, non, j'aime bien aussi la rivalité des deux sœurs dans le film. Enfin, non, franchement, oui. J'aime bien ces deux personnages, sont vraiment attachants et sont vraiment cool, quoi. C'est vrai qu'elle est méconnaissable hein, derrière son maquillage, et on la voit aussi, elle est apparue dans la version récente de Jumanji, puisque c'est elle qui joue le personnage féminin dans Jumanji. Vraiment. C'est comme Star Trek, ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait le. Je le comprends plus. Je le comprends plus, mais je pense que juste pour pouvoir la voir elle dans ce film, ça vaut le coup de le regarder. Si juste on regarde la fille, alors oui, le film il peut être bien, mais. Voilà. Mais en soi, le nouveau Jumanji, je suis pas fan.
Moi, Moi, je suis d'accord, je suis d'accord. ce que j'aime bien, c'est la relation donc des deux sœurs, comme je disais. Et là, on voit, ça reflète bien que Gamora a un peu le dessus parce qu'elle vaut 2 fois plus cher que sa sœur. Donc Mhm. voilà, donc la carte de Nebula. Et là, on a un personnage qui, pour moi, est vraiment excellent. Et je vais commencer par présenter les caractéristiques. Donc la première caractéristique que je trouve qui pêche un peu, c'est 4 points de vie sur la première phase, 5 sur la deuxième, donc c'est un peu mieux. Elle se déplace à elle, c'est top, et elle a 3-3-2, c'est bien, et elle coûte que 2. Donc moi je trouve que les stats sont plutôt bien, et après ça équivaut un peu à Black Widow plus ou moins de la première boîte de base. Au niveau de l'attaque, donc on a coup, portée 2, 4D, gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés, choc, après ça, l'adversaire a choc. Ok, jusque-là, classique. Si on n'est pas à portée 2, elle a une deuxième attaque à portée 3, qui donne automatiquement un pouvoir, et c'est de l'énergétique, donc un peu mieux, parce que pas mal de personnages ont des faiblesses en énergétique. Je pense par exemple à Venom, je pense à Crossbone, donc, et c'est des personnages qu'on va pouvoir même voir plus souvent. Enfin, Venom, il est plutôt pas mal joué, mais Crossbone, avec l'arrivée de Sin, je pense qu'il va être un peu plus joué, donc c'est intéressant d'avoir des attaques énergétiques, entre guillemets. Et donc là, on voit, après la résolution de cette attaque, elle gagne automatiquement un pouvoir, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce qu'à 4D, ben, c'est pas si facile que ça d'aller chercher le pouvoir. Là, au moins, on est sûr de gagner un pouvoir si on fait cette attaque, et ça, c'est bien. Et après, elle a une attaque à 3 points de pouvoir, 6D, 3 de distance. Après la résolution de cette attaque, passer ce personnage à 1 de distance de la cible. Donc on peut continuer à avancer avec ces attaques-là, donc c'est excellent. Et étourdissement, si elle a un effet, elle donne, enfin le personnage adverse aura la compétence enfin la condition étourdissement. Alors là, on arrive aux petits défauts et qualités à la fois de ce personnage-là. Elle a assassin. Ce personnage ne peut ni contester, ni interagir, ni porter un jeton d'objectif. Autant dire, c'est chiant. Mais par contre, ce qui est bien avec elle, c'est qu'on va pas se poser de questions. Qu'est-ce que tu fais avec Nebula? Oh, je sais pas, je vais peut-être aller chercher l'objectif. Bah non. Là, tu vas direct taper du cul. Et ça, c'est quand même positif, quoi. Non, mais au moins, tu t'emmerdes pas à réfléchir, quoi. Moi, je me dis peut-être qu'un jour, ils vont faire une équipe où t'as juste à taper du cul, tu vois. Il y a plus d'objectif et tu vas t'enchaîner. Et donc, ce personnage peut relancer n'importe quel nombre de ses dés d'attaque lorsqu'il attaque un personnage qui porte ou conteste un objectif. Alors, certes, elle va pas les chercher, elle va pas les contester, mais par contre, si toi, t'as un objectif, mon gars, eh ben, tu vas Ah, prendre merde. cher avec Nebula. Au mieux pas qu'elle soit dans le parage, parce qu'au final, bah, ces 4D, bah, ça fait beaucoup plus que 4D quand elle peut les relancer, quoi. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses, Pipou? Non, c'est clair, c'est un personnage qui est là pour harceler l'ennemi, pour venir l'emmerder quand il veut gagner des points de victoire. Donc c'est une tactique, et celle-là, et ce personnage est vraiment adapté, très spécialisé sur ce type de tactique. Après, on a amélioration cybernétique. Ce personnage peut relancer un de ses dés de défense. De plus, au début de l'activation de ce personnage, retirez-lui une blessure. Donc ça, c'est cool parce que à chaque jet de défense qu'elle va faire, elle peut relancer un dé. Donc ça, c'est excellent. Et ça nous permet de la maintenir un peu plus longtemps en vie. Surtout, comme j'ai dit, elle a que 4 points de vie. Et après, ben, si elle s'est pris des coups avant qu'on l'active, et ben, du coup, on récupère un point de vie à l'activation. Moi, je pense que c'est bien. Mais du coup, si j'étais contre Nebula, et ben, en fait, j'essaierais de la one-shot quoi qu'il arrive. De cumuler les attaques pour que, justement, elle joue pas, en fait et qu'elle se récupère pas son point de vie parce que bah, sinon en fait le personnage il a plus que 4 et avec plus que 4 il devient un tant soit peu carrément intéressant. Mhm. Donc ce personnage il a qu'une compétence payante, ça va être assaut d'épée choc qui va nous permettre de se déplacer vite, d'aller récupérer des objectifs et tout. Et après sinon c'est un personnage super, moi je le trouve vraiment cool hein. C'est genre tu sais pas quoi mettre dans ta combo, il te reste une figue à mettre, hop tu mets Nebula, tu la mets en réserve et tout, et dès que t'as besoin de mettre un truc à deux, elle fait le café, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est un très bon investissement. Je trouve que pour 2 points, c'est un personnage, qu'on la joue au sein des gardiens ou en complément dans une autre équipe, c'est un très, très bon investissement. Moi, je suis conquis. Et la figurine est trop belle, comme on l'a déjà dit, mais voilà. Du coup, dans ce pack de cartes, nous avons 2 cartes. Et 2 bonnes cartes, je dirais. Contrairement aux Rocket Boots de tout à l'heure. Donc là, on a les filles de Thanos.
Quand soit une Gamora alliée, soit une Nebula alliée effectue une attaque, après la résolution de l'attaque, les deux personnages peuvent dépenser 2, ce qui fait un total de 4. C'est pas négligeable. Le personnage Gamora ou Nebula n'ayant pas effectué l'attaque initiale peut effectuer une attaque ciblant le même personnage. Bah, du coup, ça fait un double attaque pour 4, quoi. Enfin, pour 2 et 2. Parce que des fois, on peut avoir 2 et 2 d'un côté, mais pas 4. Et donc, on peut, excusez-moi du terme, mais niquer un personnage si on cumule des attaques et que ça se passe bien, quoi. Et la deuxième carte, c'est Medpack. Alors ça, c'est une carte qui est restricted, c'est ça, il me semble. C'est ça, tout à fait. Donc, il est dans la liste restreinte, ce qui veut dire que lorsque vous créez votre roster, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 cartes de cette liste. Enfin, moi, ces cartes, Mais c'est forcément des cartes. Medpack, je la prends à chaque fois et j'avoue, j'ai un peu acheté. J'ai acheté pour cette carte à la base et pour Nebula le pack, en fait, clairement. Et donc, le Medpack, pendant l'activation du personnage, il peut défoncer 2 pour jouer cette carte, retirer 3 jetons de pouvoir d'un personnage allié à 3 de distance. Donc, soit soi-même, soit un autre mec à 3 de distance. Bah, c'est excellent. Enfin, rien à dire, c'est trop bien. C'est un must-have. C'est une seconde life, quoi. Donc, non, au top. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ces deux personnages? Non, je trouve que effectivement, c'est un pack qui est très très intéressant, avec 2 personnages très complémentaires, hein, qui sont très différents. On a une Gamora qui est une grosse frappeuse, qui va venir chercher l'objectif, et puis on a une Nebula qui, elle, va être plutôt le harceler, empêcher l'adversaire de marquer des points de victoire, avec pour toutes les deux une très très belle mobilité des personnages. Alors, je propose maintenant qu'on passe à la partie tant attendue de nos chers compatriotes qui regardent nos vidéos et nous vous en remercions. Du coup, vous m'avez envoyé des figurines et on va vous les présenter pour que vous puissiez savoir un peu ce qui se passe dans la communauté. Donc là, on a les figurines de Clément Mulson. Donc, les voilà, donc les gardiens de la galaxie qu'il nous a fait. Donc là, on a le Star-Lord, Gamora, Nebula, enfin il y a tout le monde. On va plus présenter, enfin je mets une photo de groupe, mais je vais plutôt mettre ceux qu'on a présentés aujourd'hui. Donc on a la Gamora, la Nebula et le Star-Lord. Alors, moi je trouve que ces figurines, elles sont magnifiques. De toute façon, le but, c'est pas qu'on juge la peinture des gens, bien au contraire. C'est juste partager les photos, donc je ne jugerai pas les photos, mais je les trouve très jolies. Et moi j'aime beaucoup son Star-Lord. Je trouve que l'effet sur le jean est très très bien. Et non, si, c'est des chouettes figurines. Et entre-temps de cette vidéo, du coup, on a beaucoup échangé avec Clément. Et là, c'était les premières versions de ses photos. Et depuis, il a fait d'autres photos où il a appris à mieux utiliser son appareil. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa page que je vais mettre en lien pour que vous puissiez aller voir un peu tout ce qu'il fait et ses autres figurines. En tout cas, c'est un mec super sympa et il habite dans le Doubs. Et du coup, si vous êtes joueur là-bas, je pense que vous entendrez parler de lui. Il y a des magasins très connus qui le connaissent bien. Donc certainement que si vous voulez faire des parties vers là-bas, bah, j'en suis sûr que vous pourrez le contacter et il vous trouvera facilement pour faire des parties. Après, on passe à mon voisin Olivier, et je suis trop fier de lui qui m'ait envoyé, qui est même venu chez moi faire les photos. Et Olivier, en fait, il y a 2 ans, il ne savait pas du tout peindre. Il avait jamais fait de peinture de sa vie. Et on s'est rencontrés autour... En fait, c'était un pur hasard, parce que du coup, j'ai des enfants, et mes enfants collectionnaient les cartes Astérix. La petite histoire, il y avait un truc Leclerc, les cartes Astérix. Et en gros, moi, j'avais mis sur le groupe de Facebook de notre ville, ouais, bon, bah, si vous avez des cartes Astérix, j'en ai en double, il n'y a pas de problème. Venez, je vous en donne, et puis si vous en avez à me donner, bah, tant mieux, sinon, tant pis, mais moi, je vous les donne, je m'en fous, quoi. Et du coup, j'étais tombé sur une dame, et cette dame, elle connaissait Olivier, et Olivier a débarqué chez moi comme ça. C'est comme ça qu'il l'ai rencontré. Et en fait, du coup, on a commencé à parler et tout, et puis c'est devenu un super bon pote. Et puis, on s'est bien trouvé, quoi. Et donc ça, j'étais très content de faire sa connaissance. Et donc, il y a 2 ans,
et il l'avait jamais peint de sa vie, et ça l'intéressait. Il avait plein de jeux de figurines et tout, et donc du coup j'ai commencé à lui donner 2-3 conseils, 2-3 cours, comme ça à la maison, pour le fun, hein, entre nous, voilà, pas de market, on va dire, c'était juste partage entre bons potes et de conseils de bons potes. Et ben maintenant, le petit Olivier, 2 ans après, ben, il fait ses figurines tout seul. Et donc je vous laisse regarder un peu ces magnifiques photos. Donc là on voit Gamora, après on va voir sa Nebula, et puis on va voir son Star-Lord. Sympa. Et en fait, bah, toutes ces figurines, elles sont cool, quoi. Enfin, faut dire ce qui est. Ah, Après, c'est j'avoue, il avait du mal à prendre vraiment les chouette. photos. Et là, vous voyez, en mettant ça avec un bon éclairage, et puis un appareil photo qui est mieux qu'un téléphone portable, entre guillemets, bah, du coup, ça change tout, quoi. Et moi, je trouve ces figurines, elles sont vraiment cool. On va avoir l'occasion d'y jouer, justement, ensemble. Et donc, du coup, voilà. Moi, je t'encourage, Olivier, à continuer. Je suis content parce qu'on va pouvoir faire après peut-être des vidéos parties. On pourra filmer avec du full paint entre ce que moi j'ai fait et ce que toi t'as fait. Donc, c'est vraiment cool et j'ai hâte de jouer avec toi. Et Pipou, toi aussi, je suppose. Ah, clairement, oui, vivement qu'on puisse sortir et refaire des parties. Et aujourd'hui, le dernier qu'on va vous présenter. Alors, je vais te laisser Pipou dire son nom parce que moi, j'arrive jamais à le prononcer. Discordia Oakenshield, je pense que c'est une référence au Hobbit, à Bilbo le Hobbit. Et pourquoi? Oakenshield, c'est le nom de Thorin Oakenshield, c'est le nain qui est le chef des nains dans l'équipe, l'épopée du Hobbit. C'est son nom de famille. Tu vois, il connaît tous Pipou. Oh, ouais. Marvel, Seigneur des Anneaux. Bientôt, on va faire des vidéos sur le Seigneur des Anneaux, les gars, avec Fluff, explication des caractéristiques. En plus, je pense que peut-être avec de quoi raconter, ouais. je dis ça, mais peut-être sans rire, peut-être qu'avec la nouvelle série du Seigneur des Anneaux qui vont sortir sur, je crois que c'est Amazon qui va le faire. Ça, Amazon, ouais. Je vais peut-être me tromper. Hein. Et ben, du coup, peut-être que ça va relancer la hype Game Workshop et peut-être qu'ils vont refaire et attirer du monde, hein, on sait pas. Hein. Et peut-être quand on va voir les filles, on va faire je veux, et peut-être qu'on aura envie de faire des vidéos, on verra. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien ce milieu-là aussi ou pas? Sur Tolkien, pareil, j'ai pas mal de choses à raconter. Je suis peut-être pas l'expert. Mais ouais. Alors, du coup, bah, ces petits gardiens de la galaxie, je vous propose qu'on mette une petite photo de famille d'abord. Hop. Et moi, je les trouve magnifiques. Magnifique. Voilà. J'adore son style. Clairement, je suis jaloux. Quoi. J'aimerais bien faire des figurines aussi belles. Enfin, il y en a qui vont dire, ouais, quand même, t'abuses, tes filles, elles sont plutôt belles. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours comme ça. On préfère toujours les trucs des autres que nos propres trucs à nous. Mais moi, ouais, ces figurines, je suis fan. Là, voilà, sa Gamora, elle donne déjà un peu plus envie. Franchement, elle est plus jolie que la Gamora de la boîte de base, quoi. Enfin, la boîte que les photos officielles. Ouais, oui. les photos officielles. Et puis, sa Nebula, bah, elle est juste magnifique, quoi. Et par contre, il a fait que, enfin, le violet n'est pas super clinquant. Je parle sur le visage, hein, comparé aux 2 autres qu'on a vus juste avant. Mais voilà, là, son style, franchement, elle est top. Avec en plus, on voit le Daily Buggles qui est derrière. Donc, non, franchement, très jolie figurine. Donc, du coup, j'arrive pas à le dire, hein, Discordia. Donc voilà, et je vous mets aussi le lien de son Instagram, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Il est toujours très actif sur le mec, sur les groupes Facebook également. C'est une machine de guerre, il produit, mais à bloc. Il va. Et ouais, il y a aussi ses figurines de Star Wars qui sont magnifiques. Et puis là, bah, pendant qu'on tourne cette vidéo, on a déjà lancé le concours de peinture. Et donc, lui imprime des proxys. Donc, si un jour vous voulez peut-être un proxy ou quelque chose, n'hésitez pas à le contacter. Et du coup, là, on va faire avec le concours de peinture. Donc, je tease, c'est jusqu'au 30 avril. Du coup, il faut me poster sur le Facebook ou le Discord une photo de la figurine sous-couchée, qu'on voit que vous trichez pas, en fait, tout simplement. Et une photo de cette figurine peinte. Et après, on fera un tirage au sort. Et Discordia va imprimer la figurine
dents de sabre et qu'on expédiera aux gagnants. Et voilà, en espérant vous motiver, en fait, on gagne rien à faire ça, mais c'est vraiment pour le fun et pour qu'on puisse tous se motiver à peindre pendant cette période de Covid, parce qu'après, les gars, c'est la fête. Après, j'annonce, on va essayer d'organiser des petits événements, donc après, il faut y aller, quoi. Donc, il faudra pas dire, ah ouais, mais mon armée, elle est pas peinte. Ouais, bah justement, là, on vous dit, c'est le moment de la peindre, parce qu'après, on fera des trucs. Un pipou. Ça marche. Le rendez-vous est pris. Bon, en tout cas, les barbus, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, c'était la première partie des Gardiens de la Galaxie. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Et donc, on va parler des 4 derniers personnages qui sont Rocket, Groot, du coup, Ronan Max et Drax. Ronan. Voilà, en sachant que les gens comprennent pas pourquoi il y a Ronan. Bon, on en parlera peut-être dans la vidéo après. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser vos questions. Si vous avez des questions, on se fait toujours un plaisir d'y répondre. Si on dit de la merde ou des conneries, bah, n'hésitez pas à le dire. Juste pas non plus. Dites-le gentiment, parce que bah, on s'amuse en fait. En vrai, on se prend pas au sérieux, quoi. Donc, on est là, on écoute toutes vos critiques, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En tout cas, nous, on vous dit à très bientôt les barbus, et que le poil soit avec vous. Ciao.